Mon nom est Yves Cameron du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Nous tenons à remercier notre commanditaire, Banque nationale du Canada, qui est commanditaire et co-créateur de ce webinaire. Juste une question de logistique pour bien démarrer. L'événement va durer jusqu'à 1 heure. Nous avons Nolwenn au soutien technique. Ça se pourrait que vous entendez une voix. Alors, c'est elle qui nous a aidés au niveau logistique. Merci beaucoup, Nolwenn. Alors, vous pouvez aussi poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et inscrire vos commentaires dans la rubrique chat. Alors, aujourd'hui, nous souhaitons vous informer au sujet d'un scénario intéressant qui est la participation éventuelle d'un partenaire d'équité. Peut-être vous êtes dans un contexte de modernisation, d'acquisition, de transfert, développer des nouveaux marchés. Ben, tout ça est peut-être propice à regarder cette belle option-là. Alors, que vous soyez vendeur, repreneur, pourquoi choisir un partenaire d'équité? Eh bien, ce webinaire vous permettra d'apprendre quelques éléments clés d'un transfert d'entreprise avec un partenaire d'équité, de connaître les différentes options de partenariat et leur avantage, bien définir vos objectifs et priorités. Ça, à la base, le scénario de base, là, je pense que nos différents conférenciers vont venir souligner ce point-là à quelques moments. Alors, se familiariser avec les bonnes pratiques reliées aux diverses étapes de transfert. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui. Stéphane Bourgeois, directeur principal, transfert d'entreprise, Banque nationale du Canada. Bonjour Stéphane. Bonjour Yves. Alors, j'ai le plaisir aussi de vous présenter Marc-André Crépeau, directeur investissement, fonds régionaux de solidarité FTQ. Allô? Bonjour Yves. Bonjour. Et bien entendu, François Fauteux, fondateur et associé directeur de Phoenix Partners. Bonjour François. Bonjour Yves. Alors, sans plus tarder, on est chanceux d'avoir un banquier, puis on aimerait, Stéphane, pour toi, c'est quoi un partenaire d'équité? Peux-tu nous donner les grands points d'une perspective d'un banquier? Je cherchais une image dans les À derniers toi, jours. Comment, Stéphane. comment vous positionnez François Marc-André, là? Puis j'ai trouvé une image pas pire. Je ne vous l'ai pas dit, c'est une surprise, là. Moi, je vous vois comme un iceberg. C'est-à-dire qu'on voit la pointe, on voit ce qui ressort, puis on a le sentiment, on croit malheureusement trop souvent que le seul apport que vous avez, c'est un apport financier. Donc, vous arrivez avec votre argent, avec votre chèque, vous prenez une participation minoritaire ou majoritaire dans une transaction, mais à force de discuter avec vous, à force de réfléchir, mais j'ai constaté que c'est pas mal plus que ça que vous apportez. Quand vous arrivez dans une transaction, ce que je constate aujourd'hui, c'est que vous arrivez avec votre réseau d'affaires, avec vos contacts, votre expérience, le savoir-faire de votre organisation. Ce que ça permet, ce qu'on ne voit pas aussi, ou on n'y pense pas souvent, c'est que votre apport dans une transaction permet aussi de réduire la dette. Puis la dette, mais la réduction de la dette va avoir deux effets positifs dans une transaction. C'est un, elle va mettre moins de pression sur le fonds de roulement de l'entreprise, donc probablement moins de stress sur l'équipe de gestion puis les propriétaires qui vont être là. Puis l'autre élément, c'est elle va permettre également, éventuellement, de laisser de la latitude pour les projets de croissance qui vont se présenter. Trop souvent, on a l'impression que le moment du transfert d'entreprise, là, c'est la finalité même d'un projet, alors que souvent, les repreneurs, mais ils ont déjà en tête euh, euh, d'autres idées de croissance, pousser l'entreprise à un autre niveau. Donc, le moment du transfert, c'est un moment de vie bien, 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 bien précis sur notre timeline transactionnelle. Mais il faut également, le partenaire d'équité va permettre justement de laisser de la place éventuellement pour faire l'acquisition d'équipements,
Si on veut moderniser, on veut améliorer la productivité éventuellement. Il va permettre également, peut-être dans un projet d'acquisition d'un compétiteur pour générer de la croissance plus rapide. Ça, c'est les premiers éléments de base là, que je vois d'un partenaire d'équité. Outre ça, mais ça permet aussi à l'entreprise de mieux organiser, de mieux structurer sa gouvernance. Là, on parle d'avoir, puis je sais que vous allez en parler tantôt, là, mise en place du conseil d'administration, mise en place d'un comité aviseur. Donc, il y a de l'expertise, il y a de l'expérience, il y a du travail conjoint qui va se faire avec l'équipe de gestion qui va être là. Puis l'autre élément du iceberg qui est en dessous de l'eau qu'on ne voit pas, mais c'est tout ce que vous pouvez apporter éventuellement au niveau du développement du réseau d'affaires. Tu sais, vous allez pouvoir arriver éventuellement peut-être avec des clients, des nouveaux clients pour l'entreprise, avec des nouveaux fournisseurs, avec des collaborateurs qui vont probablement permettre à l'entreprise de s'améliorer et d'aller un petit peu plus loin. Donc, j'aimais bien l'image du iceberg là, quand j'y pensais. Là, face cachée. Il y a un bout qu'on voit, il y a beaucoup de morceaux qu'on ne voit pas. Puis, pour ça, je trouve ça important que vous puissiez avoir la parole aujourd'hui sur ce que vous faites pour les entreprises. Alors, Stéphane, effectivement, c'est une bonne image. Puis en plus d'être assis seul sur le iceberg, tandis que maintenant, ce que je comprends, il y a une bonification d'avoir une équipe alentour qui ont ces expériences, connaissances et contacts-là. Maintenant, Marc-André et François, bon, on aimerait bien comprendre votre rôle, tu sais, au niveau du support, type de partenariat et de valeur ajoutée que vous pouvez contribuer dans un projet d'affaires. Marc-André, s'il vous plaît. Oui, si tu me permets, François. Donc, comme tu as bien dit, Yves, puis Stéphane aussi, tu as effleuré quelques points là, à défaut de se répéter. Je crois que le point le plus important après notre intervention, c'est créer de la valeur. Donc, créer de la valeur égale du rendement pour les deux parties. Dans le fond, le repreneur et également le partenaire en équité. Puis d'un autre côté, il faut s'assurer également que les intérêts soient alignés entre le modèle d'affaires de l'entité et le modèle d'affaires de l'institution, qui est mon employeur, le Fonds de solidarité. Et d'un autre côté, également, avant l'intervention, c'est de s'assurer de bien vulgariser et bien d'éduquer, dans le fond, les parties prenantes au niveau financier. Donc, si je reviens à la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, c'est au niveau des connaissances, au niveau de l'expertise, au niveau des compétences. Si je prêche pour ma paroisse, 50% dans le fond des transactions du Fonds de solidarité sont liées au transfert d'entreprise. Donc, les partenaires en équité sont souvent appelés justement par rapport à cette situation-là. Également, au niveau du réseau d'affaires interne et externe. Réseau d'affaires interne et externe, on crée de la valeur, étant donné qu'à l'interne, on a un groupe, on va dire d'intervention, un groupe conseil qui s'appelle l'Astuce. On a mis ça en place il y a 4-5 ans. Donc, ce groupe-là va avoir des mandats tels que une planification stratégique pour créer de la valeur. Donc, les deux côtés sont gagnants. On cible principalement justement nos dossiers en équité pour créer du rendement. Puis de l'autre côté, comme Stéphane le disait si bien, au niveau de l'externe, notre écosystème. T'sais, on baigne là-dedans et on a l'habitude justement de gérer ces dossiers-là. Donc, comptable, fiscaliste, avocat et autres. Si on recule un peu avant d'arriver justement au niveau du post-transaction, il faut s'assurer que les intérêts soient alignés. Quand je dis les intérêts soient alignés, que ce soit le seuil de rentabilité recherché de l'institution, que ce soit le niveau de maturité organisationnelle de l'entité doit être atteint à un certain niveau. Également, la durée du partenariat, parce que des partenaires comme le Fonds de solidarité ne resteront pas vitam aeternam dans un dossier. Donc, il va y avoir des durées qui vont être préétablies. Donc, ça, c'est important justement que les deux côtés comprennent ça. Au niveau de l'éducation, c'est important que les parties prenantes comprennent que le financement, il y a des garanties, caution personnelle, caution corporative, il y a des termes très précis, tandis qu'au niveau de l'équité, on parle plus de convention d'actionnaire, on parle plus de rendement, non de tarification. Rendement, c'est quoi? C'est des dividendes. C'est également de la valorisation, puis la valorisation de l'entrée jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment les trois rôles principaux, je vous dirais, avant et pendant notre intervention qu'on essaie de mettre de l'avant. Excellent, André. François, tu peux apporter on a une autre perspective, ou une qui complète. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec Marc-André que, comme ton allusion à l'iceberg, c'est certain qu'il faut que ce soit une contribution bien plus importante que simplement du capital et créer de la valeur.
Mais en ce qui nous concerne, les investisseurs privés comme Phoenix Partners, ce qui nous distingue davantage, c'est notre niveau d'implication. Il faut comprendre qu'on est des gens d'affaires au même titre que nos entrepreneurs. On a quitté nos emplois pour fonder Phoenix Partners, dans notre cas, il y a 11 ans. Et on a investi dans notre fonds, de sorte que quand notre fonds investit dans les entreprises, on a notre propre argent sur la table, impliqué dans nos entreprises. Et parce qu'on a le côté entrepreneurial, bien, on aime s'impliquer, il faut que ça marche. Alors, vous avez maintenant un partenaire assis à la table avec vous qui partage vos ambitions, vos émotions. Des fois, c'est des hauts et des bas, les affaires, quand il y a certaines inquiétudes. Il y a des défis auxquels on doit faire face. Bien, vous n'êtes plus seul. Vous avez un partenaire qui est là, côte à côte avec vous, qui vous supporte, qui vous comprend, qui apporte des idées, qui apporte des solutions. Et comme le mot-clé aussi, c'est l'alignement d'intérêts. Par contre, il faut comprendre que malgré notre grande implication, on n'est pas impliqué au niveau opérationnel ou au niveau de la gestion quotidienne de l'entreprise. Ça, c'est clairement votre champ d'activité, votre champ d'expertise, vous et votre management. Nous, on est un partenaire beaucoup plus stratégique, je dirais, à 10 000 pieds d'altitude avec un horizon 360 degrés pour s'assurer qu'on connaît et on maîtrise bien l'environnement dans lequel l'entreprise œuvre, pour connaître les risques, les opportunités, les clients, les concurrents. Et surtout, on garde un œil sur notre objectif de création de valeur à long terme. Ça peut paraître un peu nébuleux. Dans le concret, qu'est-ce qu'un partenaire comme Phoenix Partners ou un autre investisseur privé peut apporter dans le concret? Bien, on s'implique beaucoup dans le recrutement de personnel cadre. C'est habituellement une décision très importante, pour ne pas dire stratégique, dans bien des entreprises. On a une bonne expertise à ce niveau-là. Évidemment, quand il y a des opportunités de croissance par acquisition, bien, ça, c'est notre force, ça, c'est notre domaine. Alors, on met l'épaule à la roue, puis on s'implique beaucoup à ce niveau-là. Et je dirais, tout projet spéciaux, vous avez une équipe limitée qui doit se concentrer sur les opérations. Bien, à un moment donné, quand ça déroge un peu du cadre quotidien, que ce soit des investissements importants en immobilisation, du financement, des revues de la gestion, de la production, augmenter la productivité, bien ça, on a de l'expérience là-dedans, à faire affaire avec des consultants qu'on peut faire intervenir dans nos entreprises. Donc, c'est l'implication, je dirais, là, qui est significative de notre côté. OK, excellent. Maintenant, ça serait sûrement intéressant d'aborder le sujet de la perspective du cédant et du repreneur. Au CETEC, c'est notre quotidien de démystifier, de démêler les objectifs, les enjeux, etc., de la part du propriétaire, puis des groupes d'acheteurs. Ça, c'est dans les 17 régions administratives. Maintenant, François, tu me disais, tout départ du cédant. J'ai bien aimé ce que tu as dit en termes d'objectifs et de priorités. Puis tu avais amené des beaux exemples. Tu pourrais-tu nous en faire part, s'il vous plaît? Oui. Bien évidemment, si on veut reprendre, il faut que quelqu'un cède. Alors, ça part de là. Donc, le propriétaire, selon moi, peut avoir deux grandes catégories d'objectifs. Si on est bien en selle, puis on veut rester dans notre rôle de PDG et actionnaire majoritaire, mais on veut ouvrir le capital, soit notre management pour les intéressés et ou un partenaire institutionnel pour un objectif là, de monétiser une partie de ses avoirs ou simplement mieux capitaliser l'entreprise pour la croissance, bien là, on cède une participation minoritaire à une institution comme le Fonds de solidarité. Puis Marc-André a fait référence aux différents outils financiers qui sont à sa disposition dans son coffre d'outils, qui peuvent bien se jumeler aussi aux instruments financiers de la Banque nationale. Par contre, l'autre objectif, c'est beaucoup plus un objectif personnel, un objectif de vie où l'entrepreneur se dit, ben, je suis prêt à prendre ma retraite ou au moins
ralentir, changer de rôle au sein de mon entreprise, m'élever à un rôle peut-être plus stratégique puis être moins dans l'activité quotidienne. Bien, c'est là qu'on considère, le cédant considère davantage à vendre une participation majoritaire de son entreprise. Puis, Stéphane, tu l'as déjà mentionné dans nos discussions passées, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que soit que je vends 0% ou je vends 100%. Ben, c'est loin d'être le cas. Il y a énormément de structures entre les deux. Une fois qu'on comprend que c'est une vente de participation majoritaire, bien, ça peut être cédé 80%, 75%, 60%. Et l'objectif de ça est premièrement de monétiser le patrimoine qu'on a créé à travers toutes ces années-là. Vous avez bâti une belle valeur, mais vous n'êtes pas liquide, puis vous n'êtes pas diversifié. Donc, ça fait juste du sens d'encaisser une partie de ces billes et de redéployer dans d'autres investissements. Mais aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, OK, là, j'ai un bon montant d'argent, mais qu'est-ce que je fais avec? Je ne veux pas le mettre à la bourse. Moi-même, je déteste la bourse. On ne veut pas investir à la bourse. Là, vous avez, avec un partenaire privé comme nous, l'opportunité de garder une participation de 20, 30, 40%. Et c'est là que les entrepreneurs se disent, bien, j'aime bien mieux réinvestir dans l'entreprise, mon entreprise. Ça demeure toujours votre entreprise, même si Phoenix s'associe à vous. Vous la connaissez. Vous savez très bien que c'est un bon investissement. Puis là, bien, si vous avez fait un bon choix de partenaire, on va créer de la valeur sur les 5 prochaines années. Donc, on accomplit cet objectif-là de diversification de patrimoine. On peut très bien faire un montage encore avec nos amis au Fonds de solidarité et ou à la Banque nationale pour faire participer le management. Donc, on peut les intéresser de ce côté-là. Et aussi, comme je disais, parce qu'on a une expertise dans le recrutement de cadres, on est en mesure d'aller recruter votre relève. Puis ça, c'est beaucoup demandé à un entrepreneur d'embaucher son remplaçant. Vous ne l'avez jamais fait, c'est très émotif. Des fois, comme la dernière transaction qu'on a faite, l'entrepreneur dit, ça prend un gars comme moi, mais 20 ans, 30 ans de plus jeune. Non, désolé, ça ne prend pas quelqu'un comme toi, c'est tout le contraire. Tu as été excellent pour l'amener du point A au point B, mais là, il y a une différente réalité dans l'entreprise. Ça prend des différentes forces, ça prend un différent candidat pour l'amener à un autre niveau. Donc, déjà là, quand mon partenaire en question a compris, c'était pas évident, il voulait un jeune lui, mais là, on s'est mis à la recherche ensemble à travers un chasseur de tête, évidemment, puis un processus de recrutement de cadre structuré. Donc, François, ce que vous regardez en fin de compte, c'est ce serait qui le meilleur athlète là, pour prendre des guides de direction pour amener l'entreprise à un autre niveau. Donc, il y a une analyse qui est faite de profil, puis dire, écoute, là, on va aller chercher une bonne candidate ou un bon candidat. OK. Et c'est du cas par cas. C'est jamais le même individu, là, parce que chaque situation est différente. Ouais. Donc, ce que je retiens aussi, c'est important d'avoir la bonne réflexion, de voir les scénarios avec les options. Aujourd'hui, on en découvre une qui est assez inédite, que je n'ai pas vue dans beaucoup de webinaires. François, moi, j'aurais une question pour toi. Comment préparer le cédant au changement? Parce que là, on vit du changement. Là, ça va bouger. Alors, moi, de mon côté, je peux difficilement préparer le cédant pour ce qui l'attend. Comme je disais, c'est une décision de vie. On doit réfléchir à cette étape-là de notre vie, de prendre notre retraite ou de ralentir, en discuter avec la famille. Puis c'est des processus là, qui se font sur des années. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je rencontre des entrepreneurs, on prend un café au trimestre ou 2 fois par année, 1 fois par année, puis je vois que leur évolution change. Puis à un moment donné, tu arrives à une période où, OK, parfait, je mets l'entreprise en vente parce que je suis prêt au niveau émotif, là, personnel, de passer à une prochaine étape. Par contre, alors nous, ce qu'on fait, on est très respectueux de ce processus-là, qu'on essaie de ne pas brusquer personne, mais c'est clair qu'une fois que vous avez vendu, bien, il faut enclencher ce processus-là de recrutement de votre relève. Puis ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an et demi. On veut s'assurer de trouver la bonne personne, puis on veut la choisir conjointement avec le cédant. Mais à un moment donné, on arrive à un point où
forcément, on va avoir trouvé la bonne personne, mais tu ne peux pas avoir deux chefs, là. On doit céder les rênes à cette nouvelle personne-là. Puis à un moment donné, ça va être comme, OK, tu changes de rôle, tu sors de ton bureau. Puis ça, même si tu es préparé, puis tu y as pensé pendant des années de temps, il y en a qui le vivent très bien. Parfait, je pars en voyage, je passe mon bateau, puis j'attendais juste ça. Mais il y en a d'autres qui peuvent trouver ça un peu dur. Évidemment, vous demeurez actionnaire, vous restez sur le conseil d'administration, on vous garde engagé, mais ça ne sera jamais comme le feu roulant que vous avez vécu pendant 30-40 ans. Puis ça, je peux essayer là, de vous comprendre et de vous aider le plus possible, mais c'est l'entrepreneur qui doit dealer avec ça. Merci beaucoup, François. Et maintenant, Marc-André, je Si tu me permets, t'inviterai. Yves, Oui, vas-y. c'est Vas-y. intéressant ce que dit François, puis on- il faut mettre un accent sur cet élément-là. Hein. Puis Marc-André, c'est la même chose. C'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas des psychologues industriels, vous n'êtes pas des coachs d'affaires. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle de faire ça. Là. Je dis toujours que j'aurais dû faire un bac en psychologie plutôt qu'en finance, parce qu'il y a beaucoup Mais, de psychologie. mais ce que ça veut dire, c'est que l'entrepreneur qui demeure avec vous dans un projet, mais lui doit se trouver, il doit avoir quelqu'un qui va l'accompagner puis qui va l'aider à réfléchir dans le processus. Là. Ouais. C'est pas La toi qui vas faire ça, pandémie, François, ni Marc-André. Là. Vous n'allez pas ben, l'accompagner dans ses réflexions personnelles. Là. c'est ses conseillers d'affaires, son avocat, son comptable, son fiscaliste, sa famille, ses pairs, les groupements des chefs, etc. Là, mais Mhm. il y a beaucoup de travail en amont qui est fait. Ouais. Mais il y a des consultants qui font les analyses au niveau organisationnel, au niveau Ouais. ressources humaines, puis ils font très bien ça. Puis même au niveau de la relève, ils vont faire des tests, psychotests et tout ça. Ouais. Donc, ils vont analyser des leaderships différents, volets, etc. Donc, oui, il existe dans l'écosystème, il existe de bonnes firmes là-dedans. Puis je pense qu'il y en a qui ont bénéficié de leur service, puis ça a permis d'avoir une approche plus structurée, plus humaine, en considérant les divers volets, autant du cédant que du repreneur. Merci beaucoup. Marc-André, on regarde la perspective du repreneur. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce niveau-là, s'il vous plaît? Oui, la perspective du repreneur est fort différente de la perspective du cédant parce qu'il doit mettre en place justement la structure financière. Puis je pense que c'est important de distinguer les différents outils financiers parce qu'il y en a. Premièrement, l'outil financier et le partenaire financier qui va être le plus important en termes de dollars va être certainement la banque. La banque va être adossée principalement aux actifs, puis il peut faire également une partie de financement un peu plus à risque. Après coup, on va avoir la mise de fonds. La mise de fonds, qu'elle soit symbolique ou significative, elle doit être là pour démontrer l'engagement du repreneur, dans le fond, dans le projet. Il n'y a pas un partenaire financier qui va embarquer tant aussi longtemps qu'il n'est pas convaincu que le repreneur est engagé. Ça, c'est clair, net et précis. Par la suite, on a la balance de vente. La balance de vente est tout autant importante étant donné que la période de transition peut être courte, moyenne ou longue. Puis des fois, il y a des petits pépins qui peuvent venir demander un certain ajustement au niveau de la balance de vente. Donc, balance de vente importante également au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Après quoi, on a du financement subordonné. Le financement subordonné, on ne l'a pas trop touché ici dans ce webinaire-là, mais c'est vraiment le concept entre une dette et entre l'équité. Donc, ça va être un véhicule financier qui va être, on va dire, souple, adapté, avec des termes et conditions, si on peut dire, si vous me permettez l'expression, un peu funky, qui sort du cadre normal financier. Ça peut être bien beau, mais il faut comprendre aussi que c'est plus dispendieux qu'une banque. Donc, le Fonds de solidarité, à peu près 80 de ses interventions. Quand je dis Fonds de solidarité régional, donc de mon côté, c'est important de distinguer. 80 des interventions sont au niveau du financement subordonné. Puis, le dernier véhicule financier qui rentre habituellement dans les transactions, c'est l'équité. Donc, l'équité, capital action ordinaire, participante et votante. Qu'est-ce qui est important aussi de comprendre du côté du repreneur, c'est comment il va être perçu, tout dépendant, dans le fond, c'est quoi ses caractéristiques par rapport au partenaire financier. Donc, quand on dit caractéristiques, c'est repreneur interne, repreneur externe. Repreneur interne, que ce soit le management, les employés clés, au niveau familial. Ça, le gros avantage d'un repreneur interne, c'est qu'il connaît les opérations, qu'il connaît la dynamique, connaît les personnes en place. Donc, la transition au niveau qualitative, en théorie, va se faire plus facilement. Donc, les partenaires financiers qui vont embarquer dans cette transaction-là, que ce soit en équité et ou simplement en dette, vont apprécier davantage ce type de repreneur-là. Le gros problème, comme Stéphane le disait, c'est ces repreneurs-là,
ils sont salariés. Donc, mis à part s'il y a des patrimoines familiaux qui ont été légués, c'est difficile d'aller chercher une mise de fonds qui est significative. Donc, la complexité au niveau structure financière va être présente. Au niveau du repreneur externe, il y a encore le particulier. Il y a des particuliers, dans le fond, qui recherchent des entreprises, on va dire, de petite, moyenne taille. Lui, 2 enjeux. La mise de fonds peut être raisonnable, mais elle ne sera certainement pas significative. Et d'un autre côté, il n'a pas la connaissance interne de l'entreprise. Donc, au niveau partenaire financier, c'est une diligence qui va être supplémentaire pour faire affaire avec un type de repreneur comme ça. Au niveau du repreneur externe stratégique, donc une entreprise, un groupe d'entreprises qui veut justement acheter la cible, ça, au niveau mise de fonds, au niveau quantitatif, c'est plus facile. Mais au niveau connaissance de l'entreprise, des fois, les transitions peuvent être un peu plus dures. Choc organisationnel, choc culturel. Donc, ça, c'est des éléments également à prendre en considération du côté, à moi et François, au niveau du partenaire en équité, quand on embarque là-dedans, parce que ça peut rentrer dans un fichier Excel, mais dans une planif stratégique, si l'humain n'est pas pris en considération, ça peut être vraiment difficile, justement, à créer de la valeur. Donc, ça, c'est du côté perspective repreneur. Qu'est-ce qui est important aussi de comprendre du perspective repreneur quand on fait affaire avec un partenaire en équité, c'est qu'on amène une certaine crédibilité, étant donné justement, comme on se disait tantôt, notre rôle, on en a vu plusieurs des transactions, donc on est capable, on va dire, de chapeauter un peu les différentes étapes de la transaction en amont. Également, les partenaires financiers, je suis sûr que Stéphane va en parler, quand ils sont au courant qu'il va y avoir une gouvernance qui va être mise en place, ça amène une certaine structure, une certaine rigueur, donc au niveau organisationnel, donc que ce soit, on va dire, l'information qui va être de meilleure qualité ou transmise dans des temps un peu plus opportuns. C'est des choses importantes qui vont être prises en considération par rapport aux partenaires financiers. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est excellent. Ça nous donne des bons points. Maintenant, côté du banquier, Stéphane, y a-t-il des aspects clés que tu aimerais apporter? Bon, je suis chanceux de t'avoir, je peux t'appeler le banquier aujourd'hui. Alors, Profite-en aujourd'hui, là. oui, oui, je tire la barbichette un peu. Alors, y a-t-il des aspects clés, selon toi, qu'on pourrait Ben, apporter? tu sais, dans ce que François et Marc-André disaient dans les derniers temps, là, il y a un mot qui est important, c'est la préparation. Autant du côté du cédant que du repreneur, là, il faut qu'il y ait une préparation. Là, je pense qu'on est quoi, 3 000 à 4 000 sur l'appel présentement, là? Non, c'est pas vrai, là. On est quelques centaines, par contre. On a quand même un bon public aujourd'hui. Oui. Mais là, après l'appel, vous ne prenez pas le téléphone et dites Ah, maudite bonne idée, j'appelle François puis j'appelle Marc-André. Non, donnez-vous un temps de réflexion. Oui, ils vont vous aider à réfléchir, mais il faut se préparer à accueillir un partenaire dans son entreprise, là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout, vous êtes un entrepreneur cédant, vous êtes seul dans votre entreprise depuis 20, 25, 30 ans. Nécessairement, ça va avoir des impacts sur vous. Donc, on le disait tantôt, hein, allez vous chercher un coach, allez vous chercher quelqu'un qui va vous préparer à ça. Même chose du côté des repreneurs. Tu sais, il faut avoir en tête, ben, c'est quoi nos objectifs? Où est-ce qu'on veut aller avec l'acquisition qu'on veut réaliser pour être capable de définir mais, quel type de partenaire que j'ai besoin. L'autre élément qui est important aussi dans notre préparation, c'est ben, on est 2, 3, 4, 5 personnes vous désirant faire une acquisition ensemble, mais c'est quoi nos distinctions par rapport à l'aversion au risque? Comment nous, c'est quoi notre tolérance individuelle? Parce que là, on est 4 ici actuellement devant l'écran, puis on aurait 4 lectures différentes d'un même projet. Parce qu'on a tous et chacun notre propre aversion au risque. Donc, il faut être capable de se préparer à ça. Mais ce qui est important, c'est, dans les deux cas, mais c'est un projet de collaboration, hein. Donc, autant les cédants que les repreneurs vont avoir à collaborer avec le partenaire pour être capable là, d'amener le projet à vivre éventuellement. Il y a un élément que je trouve super intéressant dans le fait d'avoir un partenaire d'équité, c'est on s'en est parlé cette semaine, je l'ai utilisé le mot, là, ça m'est venu, c'était évident, c'est on sort l'entrepreneur de sa solitude. Oui. Tu sais, par expérience, puis vous le savez, les entrepreneurs qui sont avec nous à l'écoute actuellement, là, tu sais, quand vous revenez à la maison le soir, là, première chose que vous faites, vous asseyez à table probablement, puis là, vous parlez de votre journée d'affaires avec votre conjointe, avec votre conjoint, avec vos enfants.
La fin de semaine, c'est la même chose. Le soir, c'est la même chose. Tu sais, ça, souvent, votre famille, vos gens autour de vous, mais ils deviennent non seulement vos confidents pour votre vie personnelle, mais ils deviennent aussi vos confidents d'affaires. Cet élément-là, on ne le voit pas dans le dessin du iceberg, là, mais je pense qu'il est très important, autant du côté de François que de Marc-André, là, mais ils vont vous aider à sortir de la solitude. Ce ne sera plus nécessairement juste la famille qui va être votre accompagnateur, puis celui avec qui vous allez pouvoir parler de votre projet d'affaires, puis de vos projets, puis de vos frustrations que vous avez de votre journée. Ils vont être là pour vous écouter, puis ils vont être là pour vous outiller, puis vous aider à passer à un autre niveau. Puis, sans qu'on s'en rende compte, j'ai le sentiment que ben, l'autre facette de votre vie, qui est celle de la famille, ben, va retrouver probablement un meilleur équilibre. Donc, vous n'êtes pas des psychologues, mais vous êtes des aidants familiaux, François et Marc-André, à travers tout ça. Je donne plein de chapeaux, plein de rôles aujourd'hui, mais la réalité, c'est ça. L'entrepreneur, il n'est plus seul. Il y a quelqu'un avec qui parler, il y a quelqu'un avec qui voir son futur puis préparer son futur. Oui, en fin de compte, d'avoir une approche qui est structurée, un plan de match, un échéancier, puis on dit souvent d'être bien entouré. Hein. Je pense que Exactement. c'est essentiel. Stéphane, quand on regarde nos cédants, sont-ils bien préparés aux changements à venir? Bien préparé. Je pense que les stades d'évolution sont différents d'une entreprise à l'autre, d'un entrepreneur à l'autre. Je pense que le volet que l'on oublie souvent de préparer, tu sais, on focus beaucoup sur l'organisation, sur l'entreprise. Puis le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on oublie de se préparer soi personnellement avant d'arriver à la transaction. Puis on constate au moment de la transaction ou dans le post-transactionnel, mais j'ai-tu pris une bonne décision? J'étais-tu réellement préparé? Je n'ai pas de plan de vie numéro 2, parce que l'entreprise a probablement été votre premier plan de vie pendant 20, 25, 30, 40 ans. Puis le plan de vie numéro 2, la suite, parce que la vie ne cesse pas après la vente de l'entreprise, là, votre vie continue. Mais souvent, cette préparation-là, elle est travaillée, elle est pensée, elle est imaginée, elle n'est pas précisée. Et souvent, mais ça peut créer soit des déceptions, soit des frustrations. Donc, il faut travailler cet élément-là. Pour le cédant, là, il y a la préparation personnelle, elle est aussi importante que la préparation de l'entreprise. D'avoir une bonne réflexion, une bonne Ben oui. planification, puis bien Ouais. structurer l'approche. OK, bon, je peux bien, je comprends ce que tu veux ce que tu mentionnes. Maintenant, j'aimerais aborder, on a tout un auditoire, là, tu parles d'à peu près 300. Ben, bonjour tout le monde encore. On est bien content de partager avec vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt à commencer la démarche avec un partenaire en équité? J'inviterai François et Marc-André. Selon vous, les meilleures pratiques, avez-vous des suggestions pour la mise en place d'un plan de match? Je ne sais pas si, François, si tu avais certains éléments, s'il vous plaît. Oui. Bon, alors une fois qu'on a fait la réflexion personnelle, puis on décide d'aller au marché là, pour se trouver un partenaire. Moi, un bon conseil d'amis là, que j'enverrai à tout le monde aujourd'hui, c'est de mettre sa maison en ordre. C'est pas comme mettre sa maison en vente et faire du staging. On espère que c'est un peu plus substantiel que juste du tape à l'œil, mais il y a des situations où il y a des dépenses personnelles dans l'entreprise, il y a des membres de la famille qui sont payés par l'entreprise, mais pas nécessairement actifs. Il y a peut-être des immobilisations qu'on a repoussées, négligées parce qu'on pense plus vendre. Il y a des postes clés qui n'ont pas été comblés, des employés peut-être un peu difficiles ou non performants qu'on n'a pas voulu adresser. Donc, ce genre d'histoire-là que vous connaissez mieux que quiconque dans votre entreprise, moi, je vous suggère de les adresser parce que on les verra peut-être pas toutes, mais on va en avoir un bon nombre et ça risque de faire achoper une transaction ou réduire la valeur. Ça, c'est le premier conseil. Une fois qu'on veut aller au marché, par contre, n'y allez pas seul parce que
vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas le temps, ça va déjà vous distraire pas mal là, des opérations quotidiennes, ça va être très demandant et surtout, c'est très émotif. C'est votre bébé, ça va toujours demeurer votre bébé. Il va y avoir des hauts et des bas dans ce processus de vente-là. Donc, allez vous chercher un aviseur professionnel qui ne fait d'autre, qui va pouvoir avoir une certaine objectivité aussi, puis de gérer le processus pour vous. Maintenant, quand on mandate quelqu'un comme ça, quelles sont les étapes? Bien, il y a un mémorandum d'investissement qui va être préparé par cet aviseur-là. Puis encore, je prends pour acquis que c'est un professionnel ou une firme crédible, là, une firme sérieuse, qui va poser toutes les questions puis faire toute la vérification diligente qu'un groupe comme Phoenix Partners ou un autre, même Fonds de solidarité, va faire. Ils le font en amont pour deux raisons. Pour s'assurer que c'est une bonne entreprise puis ils peuvent la vendre. Et aussi parce qu'ils veulent valider que la valorisation fait du sens. Mais deuxièmement, surtout parce qu'ils vont pouvoir répondre à beaucoup des questions que nous, on va poser. Ils vont les avoir déjà posées à l'entrepreneur, donc ils vont pouvoir gérer ce processus-là. Vous n'allez pas être bombardé des 4 ou 5 différents intervenants qui regardent votre business. Ça va tout être canalisé à travers un aviseur. Donc, en gros, c'est les grandes recommandations là, avant de se lancer dans cette aventure-là. J'aime bien ton idée d'être bombardé parce que ça reçoit des propositions des États-Unis, du Canada, d'Europe et du Québec. Là, on t'arrive avec des éléments que tu n'as pas analysés avant. Bon, c'est bien se préparer toujours, c'est essentiel. Peut-être un dernier point là-dessus, Yves, c'est important. C'est l'entrepreneur qui va dire à son aviseur qui approcher puis comment les approcher. Okay. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qui aurait de l'intérêt pour votre entreprise. Oui. Il y en a qui veulent que l'aviseur ait le plus large possible. Puis, il y a des milliers de fonds d'investissement en Amérique du Nord. Là. Alors, si vous voulez contacter 200-300 groupes, vous pouvez le faire. Ça peut être restreint. Ça peut être juste au Québec. Ça peut être 2-3. Évidemment, il y a des pour et des contre dans les deux situations. Puis quand c'est des acquéreurs stratégiques, comme Marc-André mentionnait, bien là, ça devient plus sensible en termes de partage d'informations, évidemment. Marc-André, as-tu certains points côté repreneur que tu penses que ça serait bon à mentionner? Oui, assurément. Ça recroise un peu ce que François dit. Du côté cédant, ça se fait encadrer, aller chercher des professionnels, mais du côté repreneur, c'est la même chose pour des raisons différentes. La raison principale, je pense que c'est une raison également importante du nouveau cédant, c'est la gestion des émotions, tant du nouveau repreneur que de ne pas nécessairement engendrer des émotions du nouveau cédant. Il n'y a rien de pire, selon moi, que de commencer à négocier cédant-repreneur directement. Parce que je pense que les deux ont des discours bien différents, puis des fois, pour les arrimer, il faut qu'il y ait des chefs d'orchestre et des consultants en fusion-acquisition qui viennent, on va dire, bien vulgariser les choses. Puis au-delà de vulgariser les choses, ces consultants-là vont être capables de faire avancer les différents professionnels qui vont devoir être impliqués également dans la transaction. Puis il y en a plusieurs. Puis ça, c'est important de comprendre que quand on est repreneur, des honoraires professionnels, il va en avoir. Puis c'est pas juste de l'argent garoché par les fenêtres. C'est pour bien faire les choses, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau comptable, fiscal, puis au-delà de ça, au niveau bancaire et institutionnel, comme des fonds d'investissement. Parce que un consultant qui a passé à travers plusieurs transactions va être capable de bien vulgariser, dans le fond, les informations aux différents intervenants là-dedans. Donc, c'est extrêmement important. C'est plate à dire, il n'y a pas deux chances de faire bonne première impression. Donc, si l'information se fait garrocher au lieu d'être donnée de façon professionnelle, c'est plate à dire, les banquiers, les institutionnels comme moi vont regarder ça, puis malgré que le projet peut faire du sens, il va perdre la crédibilité, puis il va perdre beaucoup d'intérêt. Puis, il y a un autre dossier qui arrive sur le coin de la table, bien, c'est plate, ça se peut qu'il ne soit pas traité en priorité. Donc, très important d'être bien encadré. Puis je vous dirais, la chose probablement la plus facile à faire, mais qui est sous-estimée souvent, c'est l'attitude. Être transparent, être honnête, c'est assurément gagnant à moyen et long terme. Je le dis souvent, c'est peut-être un peu, comment je peux dire ça, spécial, comme je le dis, c'est un mariage corporatif avec un institutionnel en équité. Donc, dans le cas que les bases sont fragiles à cause qu'il y a de l'information qui a été cachée et ou non divulguée de façon adéquate,
ça se peut que la relation à moyen terme ne soit pas au niveau qui va être désiré. Donc, transparence, honnêteté, puis également un autre point qui est bien important, selon moi, prendre son temps. Je suis le premier qui serait peut-être un peu impulsif en étant repreneur puis vouloir prendre le volant rapidement. Mais plus qu'on prend notre temps, plus que les choses sont bien faites, plus qu'on connaît les intervenants au dossier, puis qu'on est capable d'établir des relations, on va dire, viables à moyen long terme. Yves, il nous reste 5 minutes. Je passerai directement à l'intervention de Stéphane sur ce qu'il retient du webinaire. Oui, bien sûr. Bon, ben, Stéphane, si tu as divers points là-dessus, ce serait bien intéressant de t'entendre. Tu es sur mute, Stéphane. Oui, allô, Stéphane. Excusez-moi. Je m'étais mis sur mute, effectivement. Non, j'ai plein d'éléments qui ressortent. Puis, tu sais, François le mentionnait tantôt, tu sais, c'est un petit peu plus tôt. Un partenaire d'équité, c'est une des options qui se présente dans un projet. Pour moi, visuellement, ce que ça me dit, c'est l'une des portes. Tu sais, comme entrepreneur, là, puis on en a parlé, il y a différents types de repreneurs potentiels. Donc, ça peut être les employés, ça peut être la famille, ça peut être un client, un compétiteur et les partenaires d'équité, mais c'est des joueurs qui se présentent et là, on rouvre les portes. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est ben, ouvrons-nous des options comme repreneur ou comme cédant. Ouvrons-nous des options. Puis une de ces options-là, mais c'est celle de voir est-ce qu'un partenaire d'équité pourrait me permettre d'arriver à un projet qui va ressembler à celui auquel je veux adhérer. Autre élément important, faites-vous une modélisation financière. Testez vos scénarios. Là. En fonction de la performance actuelle de l'entreprise, si je regarde différents types de projets, avec la dette, avec un partenaire d'équité, avec des employés qui s'intègrent au projet, avec quelqu'un d'extérieur, modéliser pour voir c'est quoi les impacts. Est-ce que mon modèle, la porte que je viens d'ouvrir, puis le modèle dans lequel je me dirige, est-ce qu'il fait du sens? Est-ce qu'il tient la route? Puis si on se rend compte qu'il y a trop de dettes, puis ça ne fonctionne pas, mais on ferme cette porte-là, puis on en rouvre d'autres. Puis à un moment donné, on va arriver à une recette qui va être avantageuse pour tous. Bien évaluer les avantages et les inconvénients de chacun des scénarios aussi. Pour moi, personnellement, et pour l'entreprise, qu'est-ce que ça m'apporte? Tantôt, je parlais d'objectifs priorité, hein? Bien important. Continuer à travailler, à avoir ça comme élément de base au projet. La transition, toute la préparation à la transition, on ne fait pas un poste transactionnel de la même façon quand on vend à la famille ou quand on vend aux employés que si on vend à l'externe ou si on vend à un partenaire d'équité. Donc, le poste transactionnel, il va se faire différemment. Puis, François, Marc-André l'ont mentionné, tout l'accompagnement, la formation, la préparation de l'équipe de gestion. Je pense que ça, c'est les éléments clés. Puis, au bout de tout ça, pour le banquier, mais quand il voit un partenaire d'équité dans un projet, mais lui, ça le rassure. Il voit le risque global d'affaires diminuer. Donc, il va probablement avoir plus d'intérêt, plus d'envie à faire partie du projet d'affaires éventuellement. Effectivement, c'est très intéressant parce que bien s'organiser, bien planifier, se structurer, être bien entouré de professionnels, bien entendu, le va-et-vient, quand ce n'est pas défini, dites-vous, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher en honoraire et ça amène un risque transactionnel. Donc, pour atténuer les risques, puis bien faire des choses, une bonne approche structurée, je pense qu'il y a un mot d'ordre qu'on peut entendre à travers les choses. Maintenant, j'aimerais. Est-ce que ça va, Stéphane? Je pense que tu as amené Moi, des ça me va. bons points. Moi, Ouais. je vous laisse. Il faut que Marc-André et François, il faut qu'ils nous déballent tout ça, là, vous autres aussi. Il faut qu'ils en sortent là, de l'information. Là. C'est eux autres les vedettes aujourd'hui. Oui. Alors, on approche. Maintenant, on est arrivé à la période de questions. N'hésitez pas à les écrire dans la section questions et réponses. Noël, as-tu présentement une première question pour nos panélistes? Oui, donc pour l'instant, nous avons 4 questions. La première est
est celle-ci. Comment se déroule le post-investissement? Bonne question. Bonne question. Marc-André, si tu permets. Ben oui, oui, vas-y, François. Donc, les entrepreneurs ont parfois une appréhension, savoir, bon, j'ai vendu 80% ou 75% de mon entreprise, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Bien franchement, moi, je retourne chez Phoenix Partners, puis vous retournez dans votre entreprise, puis il n'y a pas de changement le lendemain. Vous avez un partenaire, on est investisseur, mais dans le quotidien, on n'est pas là pour gérer l'entreprise, puis notre responsabilité première, ça demeure la croissance puis la réussite de Phoenix. Donc, par contre, on met en place un conseil d'administration qui va se rencontrer sur une base trimestrielle. Puis ça sert à deux choses. Ça sert à professionnaliser l'entreprise à un certain niveau en termes de rapport financier, puis de diligence, puis de gouvernance. Mais aussi, c'est conjoint à un exercice de planification stratégique. Donc, dès le départ, nous, on pense que c'est très important de rassembler les membres clés là, de la direction de l'entreprise, faire l'exercice de réflexion, savoir où est-ce qu'on veut s'en aller sur une période de 3 à 5 ans. Qu'est-ce que l'entreprise va avoir de l'air à ce niveau-là, puis se donner un objectif de création de valeur et stratégique à plus long terme. Puis, c'est au niveau du conseil d'administration que ce plan stratégique-là, où les objectifs de ce plan sont suivis là, sur une base régulière. Je disais plutôt au début de la rencontre, nous, on est plus à 10 000 pieds, on regarde plus un horizon à long terme. Bien, c'est nous, là, à titre d'investisseurs privés, que ce soit Phoenix ou un autre, qui garde un peu cette responsabilité-là. Aussi, sur une base mensuelle, on rencontre notre PDG pour échanger sur des enjeux peut-être un peu plus opérationnels, un peu plus du quotidien, et dans le but de toujours supporter, savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut aider. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas plus interventionniste que ça. Évidemment, s'il y a des enjeux et ça va moins bien, bien, on s'implique davantage. Mais si ça va bien, vous n'avez pas besoin de nous, ben, on s'occupe, on va vaquer à nos autres activités. Mais à l'inverse, s'il y a des projets, ben, soir et fin de semaine, puis n'importe quand, on se rencontre, puis on est partenaire côte à côte avec vous. C'est un peu comme ça de notre côté. Marc-André, y a-t-il quelques points qui te viennent à l'esprit par rapport à Oui, bien, de notre côté, il y a plusieurs similarités. Oui, il y a plusieurs similarités, mais étant donné qu'on va être minoritaire, on va dire post-transaction, donc on va avoir fait, on va dire, la transaction avec un repreneur. On va toujours garder en tête que le repreneur doit garder, premièrement, quand il va prendre les rênes de l'entreprise et qu'il va commencer justement à gérer l'entreprise, il va avoir beaucoup de choses et d'étapes à être mises en place. Donc, on va prendre en considération cet élément-là et on va essayer de ne pas lui apporter une surcharge de travail en lui imposant une gouvernance. Donc, on va établir des délais raisonnables, que ce soit de 12 à 24 mois, pour justement mettre une gouvernance qui est satisfaisante. Pas parce que ça doit être absolument mis en place, parce que les administrateurs ils ont des rôles et responsabilités importantes, puis qu'ils doivent recevoir l'information de qualité en temps opportun pour justement recommander et apporter des décisions à valeur ajoutée. Donc, je vous dirais, c'est peut-être juste ça la distinction, parce que François Phoenix est majoritaire, donc partenaire majoritaire. Puis le fonds de solidarité, quand ils sont en équité, c'est partenaire minoritaire. C'est un élément de distinction, je pense, qui est important à redire. Merci. Oui, vas-y pour la prochaine question. Oui, merci. question. Donc, quel est le montant de capitalisation requise minimum d'une entreprise pour l'investissement d'équité? Tu veux pas y aller, François? C'est une grande question, ça. Hein? Oui, non, mais je vais y aller, je vais mouiller, parce que je pense que la réponse entre François et moi va être un peu différente. C'est une réponse fort plate. Je vais vous dire, ça dépend.
Ça dépend des perspectives de croissance, ça dépend de la maturité, on va dire, de l'entreprise, ça dépend du secteur d'activité. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont en hyper-croissance. Hyper-croissance égale beaucoup d'achalandage pour des investisseurs en équité. Le fonds, je vous dirais, on est peut-être un peu plus conservateur relativement à cette situation-là. On aime davantage des entreprises qui sont en développement et ou maturité pour passer à une autre étape de croissance. Les interventions, on va dire, minimales en équité, là, si je me mouille, là, puis malheureusement, on est enregistré, donc il va falloir que je me défende je dirais 2-3 millions d'interventions, c'est le minimum qu'on regarderait pour une participation minoritaire. Mais ça, c'est l'argent investi par le fonds. Exactement, merci François. Oui. Est-ce que la question était au niveau du repreneur? Quelle était la tranche minimale d'investissement nécessaire? Alors, la personne n'a pas précisé si elle était repreneur ou cédant. Je me demande si c'est la question telle que je la comprends, mais c'est plus une question pour notre banquier, là. Jusqu'à quel point il peut étirer sa structure financière. Voilà, on pourrait passer un autre 2 heures ensemble pour en parler, mais la clé, dans le fond, il y a 2 éléments qui sont importants. Un, je dirais, la recette, là, c'est on recherche toujours un équilibre transactionnel où on va s'attendre à avoir ce qu'on appelle la portion équité mise de fonds qui va représenter entre 30 et 40 du projet. Donc, cette équité-là, ben, c'est la mise de fonds des entrepreneurs, c'est la participation des partenaires, c'est la balance de prix de vente. Donc, c'est plusieurs éléments qui vont composer cette valorisation-là, cette équité-là. Mais l'élément important aussi, en parallèle de ça, c'est, je ne peux pas juste dire que c'est 30 ou 35 ou 40 ça dépend du prix de vente de l'entreprise. Ouais. Pour avoir fait des projets, une entreprise qui se vend, par exemple, à 8 fois son BAYA, donc ça demande beaucoup plus d'équité parce que comme banquier, je ne suivrai pas au même pourcentage dans ce type de transaction-là. Là. Je vais être là, je vais y aller, mais je vais m'arrêter à un certain niveau. Puis ce qui m'arrête, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Donc, c'est ça ma limite à la fin. C'est est-ce que je génère suffisamment de cash flow à court terme, à moyen terme, pour être capable de rembourser ma dette? Puis c'est là que les autres partenaires, comme vous, Marc-André, François, c'est là que vous embarquez dans un projet. Là. Ça dépend effectivement du prix de payer. Ça dépend. Exactement. Tu commences avec la dette. Tu mets le maximum de dette que tu peux. C'est ça. Après ça, il y a toutes les différentes tranches subordonnées. Mais en ce qui a trait au chèque que le repreneur doit faire personnellement, encore là, ça dépend de son bilan personnel, moi, je dirais. Parce que, disons qu'il manque 5 millions, mais vous avez 200 000 à votre disposition. Parfait, on va le mettre, le 200 000. Puis c'est pas ça qui va combler le 5 millions. Mais ce que le banquier va vouloir voir, puis là, je parle parce que je suis un ancien banquier, c'est qu'on veut que ça fasse mal. Si vous perdez le 200 000 ça va nuire à votre bilan personnel. Vous avez du vrai skin in the game. Il va avoir votre attention. Alors, ça dépend de votre capacité. Là. Merci. On va passer à la prochaine question. Comment puis-je trouver un conseiller professionnel pour m'aider dans la transaction? Il semble que pour les PME, les options disponibles soient moins bonnes que pour les transactions plus importantes. Oh, appelez-nous. Autant Yves a son réseau d'affaires qui est bien développé au CETEC. Même chose de mon côté, Marc-André, François. Écrivez-nous, on a des réseaux d'affaires et on va être capable de vous trouver des ressources. Là. Les réseaux sont existants. Souvent, c'est peut-être possible qu'ils soient difficiles à trouver, mais déjà le CETEC, là, je pense que c'est la première bonne porte d'entrée. Là. Ils ont un bon réseau de professionnels un peu partout. Là. Effectivement, on a des conseillers dans les 17 régions administratives, puis on a un réseau de collaborateurs, collaboratrices dans les principales spécialités ou interventions que éventuellement on doit faire dans un projet de transfert. On fait ça régulièrement, ça fait partie de notre quotidien. Alors, effectivement, puis à l'intérieur, François, Marc-André, Stéphane aussi ont de très bons réseaux. On fait partie de l'écosystème. Alors, ça me fait plaisir de vous aider. Prochaine question. Que pensez-vous d'une coopérative de travailleurs autonomes comme actionnaires minoritaires?
Tu sais, quand je parlais des portes à ouvrir tantôt, là, tu sais, on rouvre puis on ferme les portes puis on regarde les modèles. Ça dépend des modèles. Tu sais, ce matin, on parlait de coopérative sur une transaction avec mes collègues. Ça fait partie c'est un des choix, un des scénarios. Ça peut s'organiser, ça peut s'orchestrer, mais c'est difficile de juste se positionner sur un modèle. Il faut l'analyser. Mais oui, c'est réalisable. Puis c'est positif Marc-André, aussi. François, l'avez-vous déjà fait de votre côté? Marc-André? Est-ce que je l'ai déjà fait personnellement? Je n'ai pas amené à bon port un dossier en coopérative. Il y a du bon et du mauvais. Euh, il y a vraiment du bon et du mauvais. Le monde sont impliqués. D'un autre côté, il doit y avoir des règles clairement établies. Donc, il y a du bon et du mauvais. C'est ce que je peux dire. C'était qu'on a une ressource, on a Luc au niveau des coopératives. Si les gens ont des questions, ça nous fera plaisir. Vous avez juste à appeler le CETEC, puis on pourra vous donner un peu plus d'informations sur les coopératives. Moi, j'en ai une que j'ai eue cette semaine. Je ne sais pas, Nolwenn, si tu me permets de la poser. J'ai-tu le droit, Nolwenn? Oui, 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 oui. OK. J'étais en rencontre avec des clients cette semaine, puis ils me posaient la question, ça prend combien de temps de mettre tout ça en place, travailler avec vous? On parle de jours, de semaines, de mois, d'années. Ça prend combien de temps réaliser une transaction avec un partenaire d'équité? Ben, pour ma part, c'est des mois. C'est des mois quand tout marche sur des roulettes, là, c'est peut-être 3-4 mois, mais bien franchement, c'est pas nous qui retardons le processus. Comme je disais, l'entrepreneur est pris dans la gestion quotidienne de son entreprise, puis c'est une distraction importante. La vérification diligente, les questions, les rencontres avec les investisseurs. Et après, la préparation de la documentation légale. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il faut lire contrats, puis il faut lire les contrats 2, puis 3, puis 4 fois. Alors, je pense que 6 mois, là, c'est réaliste, là. Malheureusement, ça peut aller jusque-là. C'est sûr qu'on veut prendre notre temps pour bien savoir dans quoi on investit, mais à un moment donné, ça peut traîner aussi parce qu'il y a d'autres priorités. Ce qu'on voit souvent, Stéphane, c'est un closing le 22 décembre. Mais le vrai closing se fait le 30 juin de l'année d'après. Ouais, les 31 décembre, c'est le fun, ça. Ça fait une période des C'est fêtes 6 à 9 mois que je assez vois. active. Il faut mouiller, là, le standard, c'est 6 à 9 mois. Ce qui est visé, c'est 3 mois. Si tous les as sont alignés, c'est 3-4 mois. Si tous les as sont alignés, mais la plupart du temps, c'est 6 à 9 mois. Oui, parce qu'il faut penser, tantôt vous parliez là, tous les deux là, d'avoir des professionnels qui accompagnent autant de votre côté que du côté de la banque, que du côté du repreneur et du cédant. Fait que tous ces gens-là qui font leur petit bout de chemin dans la transaction, mais il y a une coordination à avoir nécessairement, mais la partie fiscale, la partie légale, la partie transactionnelle, à un moment donné, le temps s'accumule. Il faut être conscient qu'on est dans une situation aujourd'hui où il manque de ressources. Puis, tu sais, les fiscalistes, les comptables, les banquiers, on a tout un agenda chargé, ce qui fait que nécessairement, ça ne peut pas tomber là, aussi rapidement que ça tout le temps. Là. Oui, François? Tu me fais penser, là, de bonnes pratiques puis des conseils d'amis quand je disais de mettre la maison en ordre. Là. Regardez votre planification fiscale aussi en amont parce que souvent, OK, mon fiscaliste doit faire le mémo fiscal. Ah, bien là, on attend tout. Puis lui, il est rentré trop tard dans le processus parce que tu veux vraiment optimiser là, ta structure. C'est une curve qui rentre dans la documentation légale qui arrive malheureusement trop souvent, alors que ça pourrait être planifié bien en amont. Merci François. Excusez-moi, on arrive à la fin du webinaire. On est parti pour une autre heure, nous autres, Nolwenn. Oui, oui, je vois ça. Donc voilà, on va pouvoir conclure, Yves. Bon, effectivement, on arrive déjà à la fin du webinaire. C'est fut très intéressant. Des trucs, des astuces, des meilleures pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir de ce webinaire. Je tiens à vous remercier, les panélistes, pour votre temps, parce qu'on a pris du temps, on a cogité, on a regardé ça. C'est un sujet, comme disait Stéphane, on pourrait passer encore une couple d'heures. Ma collègue Nolwenn va envoyer un sondage. On vous inviterait à y répondre.
Pourquoi? Parce qu'on veut, d'un webinaire à l'autre aussi, améliorer, avoir vos feedbacks, puis c'est important ce que vous pensez, puis qu'est-ce que vous avez de besoin. Alors, c'est important de nous le signaler. Dans les prochaines semaines, nous publierons un article sur le blog du CETEC pour répondre à certaines questions qui seront restées en suspens. Encore une fois, merci à vous, les participants et participantes, pour votre intérêt et votre engagement. Puis, ça nous fait plaisir, nous, dans l'écosystème, de venir vous appuyer. Alors, je tiens à vous remercier tout le monde et à vous dire à la prochaine et profitez du temps des fêtes qui s'approche à grands pas. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci Bonne fin de beaucoup. journée. Merci, messieurs.